Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans l'épisode numéro 12 de mon podcast intitulé « Passion sans modération ». Aujourd'hui, le studio reçoit 4 personnalités qui incarnent un pan de la foodosphère avec engagement et passion. Je reçois aujourd'hui Fatoumata Mété, créatrice de l'entreprise Chez Fatou, traiteur et pâtissière d'origine ivoirienne qui fait vivre une expérience culinaire et culturelle authentique à ses clients à travers sa cuisine et son identité. Bonjour Fatou. Bonjour Virginie. Amandine Méloni, cake designer, artiste des gâteaux qui produit des merveilles pâtissières. Bonjour Amandine. Bonjour. Hélène Luzin, créatrice de l'agence Marque et Chef qui crée des partenariats entre les talents food et les marques. Elle est aussi l'auteure de 2 ouvrages, 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie et 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Bonjour Hélène. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Et enfin, Christophe, le seul homme d'aujourd'hui. Christophe Brezin, gérant du magasin Pro Gourmet à Orgeval dans les Yvelines, spécialisé en matériel de cuisine. Bonjour Christophe. Bonjour Virginie, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec Hélène. Hélène, comment passe-t-on d'élève d'une école de commerce à fondatrice d'une grosse agence de chefs ? Alors, je vais vous faire un petit secret. Quand j'étais jeune, donc il y a 30 peu de temps, quand même, les chefs n'étaient pas du tout à la mode. C'est-à-dire que moi, j'allais chez Paul Bocuse avec mon père, chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, très naturellement, puisque c'était son boulot. Lui, il était éditeur de presse professionnelle. Mais quand je disais à mes copines, je vais manger chez Paul Bocuse, tout le monde me disait ouais, c'est quoi ? Ça n'avait pas du tout l'aura que ça a aujourd'hui. Oui. Donc clairement, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je ne vais pas aller dans l'univers des chefs parce que c'est pas glamour. Je préfère la mode. Donc je suis partie à New York travailler dans le magazine Elle. Donc là, vraiment, ce qui était bien pour moi, mon âge et une jeune fille qui aimait la mode. Et après, quand je suis rentrée en France, 10 ans après, j'ai commencé à travailler avec mon papa au magazine Le Chef. Et puis après, j'ai voulu travailler avec des chefs de plus près, donc vraiment défendre leurs intérêts, être dans le conseil. Et donc, j'ai monté mon agence Marque et Chef qui les aide à tout ce qui est développement en dehors du restaurant. Quel est ton rôle exactement ? Quand tu dis tu les accompagnes, concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, en fait, on fait des partenariats avec des marques qui sont intéressants, correspondent à leur ADN. Et ça leur permet à eux aussi de développer leur créativité en dehors du restaurant. Et en général, on fait des beaux mariages entre l'univers du chef et la marque. On ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens. Et toi, du coup, ton rapport personnel à la gastronomie, c'est quoi aujourd'hui ? Parce que tu évolues dans tout ça. Est-ce que tu cuisines ? Est-ce que tu aimes manger ? Alors, c'est compliqué pour moi de cuisiner aussi bien que tous les chefs chez lesquels j'ai la chance de m'attabler. Donc, il est clair que quand je suis à la maison, j'ai tendance à faire une cuisine plus simple. Des choses simples, mais très bonnes. Évidemment, que des produits frais. Poulet rôti, pâtes bolognaises, paupiètes de veau. Des choses simples, mais très bonnes. On achète toujours des très bons produits. On va beaucoup au marché avec mes filles. Voilà, pour moi, c'est vraiment le produit. Après, j'ai pas trop de temps, donc le week-end souvent je me repose. Du coup j'essaie de faire vraiment des choses simples. Après mon rapport à la gastronomie, il est intense parce que je suis tout le temps dans les restos, je connais tout le monde, je connais les chefs, j'ai cette chance, je suis vraiment reçue un peu partout et j'aime bien tester. Et là par exemple j'ai l'occasion d'aller à Madrid, direct je vais me renseigner sur quels sont les restos à faire. On m'a dit c'est 10 froutards, il faut absolument que tu fasses 10 froutards, c'est extraordinaire. C'est quoi, c'est un étoilé ?
Non, je crois qu'il a 2 ou 3 étoiles, mais c'est une expérience client absolument incroyable. On m'a parlé aussi d'Enigma. Après, quand je vais dans les pays du Nord, je vais avoir envie d'aller voir Géranium. Je vais vraiment plus loin que juste la France. Et après... c'est très bien, c'est l'ouverture aussi, finalement. Ouais, voilà. Et après, j'ai voulu leur rendre hommage à tous ces chefs avec mon livre, les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Donc, je fais quand même un gros tour de France des chefs. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire les jeunes talents ou les talents un peu différents, comme Georgiana View, qui a gagné une étoile qui est extraordinaire. Parce qu'elle a une personnalité solaire, elle est incroyable et elle montre qu'on peut réussir la gastronomie autrement. Elle a pas une formation classique. Elle vient de, je crois... c'est une reconversion. Reconversion, Masterchef. Gagnante de Masterchef. C'était celle qui était du coup dans le jury de Masterchef. Okay. Elle a passé elle-même Masterchef il y a plus de 10 ans. Elle a gagné. Et elle s'est retrouvée de ce côté. Exactement. C'est génial. Et elle a eu l'étoile cette année, c'était hyper émouvant. Elle a dit à la présentatrice, ça, j'aimerais bien vous faire une petite danse. Alors on était tous là, oui, vas-y, fais ta danse. Les béninoises. Ouais. En fait, c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est d'avoir du talent, de beaucoup travailler, mais d'être un peu disruptif et atypique. Je pense qu'on recherche aussi dans la modernité gastronomique des chefs, femmes et hommes qui peut-être sortent un petit peu du lot pour rafraîchir tout ça. C'est exactement ce que je veux incarner dans mon nouveau livre, ce qui n'est pas évident, mais parce qu'il faut avoir un casting très... oui, puis pas que parisien, il faut aller fouiller un peu partout. Il y a des pépites aussi, c'est ça aussi, de montrer que tout n'est pas centralisé à Paris, parce qu'on a tendance à penser que la gastronomie, c'est que Paris. Mais il y a beaucoup d'étoilés aussi qui sont en province et qui ont plus de cotes d'ailleurs. On m'a toujours dit, moi j'ai pas eu la chance d'aller dans beaucoup d'étoilés, mais que mon papa en a fait beaucoup, et c'est vrai que les étoilés en province sont différents que les étoilés à Paris. Parce que, je sais pas, l'engagement est différent. Côté maison aussi, c'est des maisons. Tu en penses quoi, toi, Hélène ? C'est parce que tu vas beaucoup chez des gens, chez des chefs. À Paris, c'est beaucoup des salariés de palace, ou c'est pas forcément leur restaurant à eux. Quand tu vas en province, c'est leur maison. Mais le livre que je m'apprête à boucler n'aurait pas été possible il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, la cuisine était beaucoup plus normée. Il fallait faire le parcours académique, comme ça, quasi dogmatique en fait. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois les 50 qui sont dedans, c'est vraiment tellement éclectique. Ouais, top, c'est bien. C'est génial ça. Alors Fatou, là on était en train de parler de parcours qui n'étaient pas du tout prédestinés à la gastronomie. Toi, tu as quitté une très belle carrière solide après 15 ans d'exercice, et l'appel de la passion de la cuisine a été plus fort que tout. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai un profil marketing à la base. Donc, je travaillais 15 ans chez Procter. Donc, vraiment, la société marketing de référence. Et la cuisine a toujours fait partie de ma vie. Je cuisinais un petit peu à côté. Je pâtissais aussi. Et je me suis passionnée de la pâtisserie quand j'ai eu ma fille. Parce que d'origine ivoirienne, en fait, la pâtisserie, c'est absolument pas culturel. Enfin, nous, on ne mange pas de gâteaux ou de desserts. Et du coup, mon père, qui était vraiment passionné de tout ce qui était boulangerie, le pain, la gastronomie française. Lui, c'était son moyen, en fait, d'embrasser cette culture, en fait, et vraiment d'adopter la culture française par la cuisine. Et donc, tout ce qui était sucré, c'était avec mon papa. On allait à la boulangerie. Le matin, on restait comme ça, les odeurs. Enfin, vraiment, c'est vraiment des souvenirs. Et en revanche, ma mère, qui était vraiment 100% dans la tradition, un peu illettrée, la cuisine, c'était son moyen de communication, en fait. Donc, elle s'exprimait par la cuisine quand elle n'était pas contente, quand elle voulait nous faire plaisir, dans tous les moments de la vie. Et j'ai baigné dans ça. Et donc, les gens me demandaient souvent, Fatou, est-ce que tu peux faire des gâteaux ? Fatou, est-ce que tu peux nous faire un petit peu, te faire découvrir un peu d'où tu viens ? Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai commencé à faire ça. J'étais vraiment pas destinée à être chef, à devenir chef, en tout cas. Et je me suis dit, bon, allez, je cuisine un petit peu. Ça a tellement pris d'ampleur. J'ai commencé à rencontrer des gens du milieu. J'ai commencé à faire des gros événements par bouche à oreille. Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire, là. Et je me rends compte que j'étais épanouie dans ce que je faisais, mais la cuisine, c'était une autre sphère. C'était vraiment... Une révélation. Une révélation. J'étais détendue et j'étais connue pour... la cuisine, c'était mon truc à moi. Voilà, c'était mon identité. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au finalement, au bout de 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je fais ça, je me suis dit, bon, allez, je suis là, je suis chez PG, c'est top, mais il me manque quelque chose. Je ne suis pas complète. Donc, j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre avec Michel Augustin. Et après ça, je me suis dit, en mai 2019, je me suis dit, ça y est, je me lance. J'ai fait une rupture conventionnelle, ça s'est super bien passé.
Et voilà, et j'ai vraiment un carnet de commandes qui était vraiment rempli. Je communiquais beaucoup sur les réseaux. J'étais community manager pour Pampers, donc pour le coup, à l'époque, les réseaux, c'était mon bébé. Et en mai 2019, donc j'ai passé CAP, je l'ai eu. Et 6 mois après, notre pote le Covid. Coucou le Covid. Coucou, s'est présenté. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, je ne vais pas rester sans rien faire. La pâtisserie, c'est OK, mais la cuisine, il me manque aussi ce petit côté un peu technique. Et je me suis dit réellement, aujourd'hui, pourquoi quelqu'un viendrait manger chez Fatou? Parce qu'on en connaît souvent beaucoup de personnes qui cuisinent, ils savent faire 2-3 pastels, 2-3 tièpes, on se dit, on est cuisinier. Mais voilà. Il manquait la légitimité. C'est ça, la légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. Je me dis, voilà, quelle va être ma valeur ajoutée, quelle va être mon plus. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Enfin, pourquoi tu viens manger chez moi? Pourquoi tu aimes ce que je fais? Et c'était vraiment mon histoire, ma personnalité, la manière dont j'ai amené la nourriture et comment je parlais de ce que je faisais qui intéressait les gens. Je me suis dit, mais c'est magique. Je vais pouvoir parler d'où je viens à des personnes qui aiment juste manger, qui aiment l'Afrique, aussi des souvenirs avec l'Afrique. Il y a beaucoup de personnes, on se rend compte, en fait, ils ont eu un grand-père, un papa, ou qui ont vécu quelques années en Afrique et revenir. Je me suis dit, ça va être ça. Et j'ai profité de cette période de Covid donc pour passer mon CAP cuisine aussi, pour avoir les deux. Et les chefs que j'ai rencontrés là-bas, c'était vraiment des passionnés. C'était Scofier. Donc quand ils nous parlaient chaque plat qu'ils nous racontait avait son histoire. C'était pas juste on fait rôtir un poulet. Enfin voilà, c'était la baguette. Est-ce que vous savez d'où vient la baguette? Pourquoi elle est longue? Pourquoi elle a cette forme-là? Et tout ça, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, je vais faire pareil avec nos produits. Aujourd'hui, on trouve de la madeleine plantain dans tous les supermarchés. Les farines afro-caribéennes, c'est des farines aujourd'hui sans gluten, aujourd'hui qui sont les smart food dont tout le monde parle. Mais en fait, moi, j'ai toujours mangé comme ça. Voilà, donc, et je me suis dit, c'est intéressant. Aujourd'hui, les gens ils aiment bien savoir ce qu'ils mangent. Ils aiment savoir d'où ça vient, pourquoi. Et je me suis dit, allez, c'est parti. En fait, vulgariser aussi une culture de voyage, d'évasion que tu incarnes à la perfection, quoi. Complètement, parce que aujourd'hui, on a vraiment l'image de la cuisine, les cuisines afro, ça pique, ça sent fort. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'en fait, il faut doser. Et ce dosage-là, ce langage culinaire-là, à part le CAP, je ne savais pas comment l'apprendre. Parce que nous, c'est vraiment une communication orale. Un partage oral. Donc aujourd'hui, pendant le Covid, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai vendu mes plats pour les faire découvrir dans mon environnement sur les plateformes de livraison. Et je me suis rendu compte, oui, qu'il y avait un engouement. Mais quand on fait des choses comme ça, il faut vraiment que les plats soient calibrés. C'est pas aujourd'hui, il y a un peu trop de sel, demain, voilà. Donc, je me suis mise là. C'est réfléchi, quoi. Voilà. Il faut que ce soit réfléchi. Réfléchi, pesé. Aujourd'hui, les valeurs nutritionnelles de mes plats, je les connais. Voilà, je connais les nutriments de chacun des aliments. Enfin, vraiment, c'est un vrai travail de recherche derrière. Merci Fatou. Amandine, donc là on parlait de pâtisserie. Oui. Donc toi, tu es cake designer. Oui. Tu fais des trucs de dingue. Est-ce que déjà pour un wedding cake, que je t'ai souvent commandé d'ailleurs pour mes clients, combien de temps de travail? Parce qu'on dit c'est beau, c'est beau, c'est bon. Alors déjà, je tiens à préciser que Amandine, ses gâteaux sont délicieux. Ils sont beaux et bon, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est du fake, que c'est beaucoup de choses autour, mais qu'à l'intérieur, ta crème est bonne. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien de temps de travail, comment tu fonctionnes, et surtout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on a faim. Alors, en fait, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, puisque moi, je fais du gâteau sur mesure. Du coup, effectivement, un gâteau peut me prendre 6 heures, comme 10 heures, comme 35 heures récemment. On y reviendra après. Voilà. Du coup, on va dire qu'on est sur une moyenne de 10-12 heures par gâteau. Effectivement, on a cette mauvaise image des wedding cakes qui nous vient de l'étranger, avec ces gros gâteaux pleins de crème, très riches, très durs, très solides, comme du plâtre. Mais on a une démarche depuis, je dirais, 3-4 ans, qui est de valoriser notre métier et de le rendre plus sexy, entre guillemets, en tout cas gustativement. J'ai cette chance d'avoir été formée. Donc moi, en fait, je ne viens pas du tout de ce milieu, bien sûr. J'étais comptable avant. Donc pareil, c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait le choix de retourner à l'école pour justement être au plus près du milieu de la pâtisserie et de recevoir au mieux cet enseignement. Donc pour avoir travaillé en milieu professionnel de pâtisserie, on va dire, traditionnelle, j'ai pu justement découvrir des textures, des saveurs, etc., que je me
Je m'efforce aujourd'hui de mettre dans mes gâteaux, dans mes créations. Et donc, du coup, on n'a pas que de la crème au beurre. Les gens ont cette mauvaise image et se disent que dedans, il n'y a que ça. Ce qui était vrai avant et ce qui est vrai beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, je crois qu'en France, beaucoup, les cake designers cherchent à apporter de la légèreté dans les gâteaux et des vraies saveurs. Donc aujourd'hui, moi, dans mes gâteaux, je ne vais pas mettre de la crème au beurre. Je vais décorer avec la crème au beurre, mais à l'intérieur, on va trouver des ganaches, des crèmes, des curds, du croustillant, plusieurs textures. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui m'a toujours... c'est ma ligne de conduite. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à faire en sorte que mon gâteau, oui, il est beau, c'est très bien. Ok, mais si tu croques dedans et que derrière l'effet waouh retombe direct, il n'y a aucun intérêt. Du coup, moi, mon idée, et je travaille là-dessus parce que je ne suis pas très gâteau à la base, je suis plutôt salée. Du coup, on va dire que si mon gâteau me plaît, je me dis qu'a priori, il va plaire au plus grand nombre. J'ai un sens critique très développé. Du coup, je cherche vraiment les bonnes associations et les textures. Vraiment, je trouve que ça, c'est hyper important. Par exemple, donc à côté de ces très gros gâteaux, je fais aussi de la petite pâtisserie fine ou de la pâtisserie américaine. J'ai une idée très arrêtée de ce que pour moi est un bon cookie. Un cookie tout plat. Pour moi, c'est pas un bon cookie. Un cookie tout sec. Il y a pas. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose en bouche, des textures vraiment du relief. Ouais, du relief. Un bon cookie, ça va être celui qui est très croustillant à l'extérieur, qui a une épaisseur et qui est très moelleux à l'intérieur. Enfin voilà. Ces cookies aux noix de pécan sont une tuerie. Mais voilà. Enfin, et fan. ça, je trouve que c'est très important de le retrouver aussi dans les wedding cakes. Du coup, c'est ça. Ma recherche, c'est celle-là. C'est vraiment d'avoir cet effet waouh dehors, mais de continuer à avoir l'effet waouh au moment où on croque dedans. Et ce qui est surtout génial aussi, c'est le côté sur mesure. Là, je t'ai commandé un gâteau pour une de mes clientes qui fêtait les 30 ans de sa fille qui revenait de Chine. Et donc, j'ai dit à Amandine, voilà, tu me mets 30, tu me mets Lou, donc bonjour à Lou. Elle a fait un super dragon, tu avais fait un super dragon chinois et ma cliente était bluffée et sa fille était ravie aussi. Donc, je pense que c'est important aussi de prendre du temps pour réfléchir à tout ça pour les clients. Exactement. Parce que ça leur fait plaisir. Moi, c'est ce qui me passionne. Du coup, c'est justement, c'est l'essence même de mon métier, je trouve, c'est que chaque création est unique et chaque création, finalement, raconte une histoire. Bien sûr. En fonction et crée un lien avec ton client. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, tu nous as teasé un petit peu. Tu peux nous raconter l'expérience dingue avec une certaine Iris Mittener, ancienne Miss France? Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Il y a 2 ans, déjà, j'ai fait un gâteau pour Iris. En fait, qui m'a été commandé par une de ses amies, qui est une très bonne cliente à moi, qui était un très joli gâteau avec justement une fleur en sucre, un iris dessus. Ce soir-là, hélas, elle avait une collaboration avec un très grand nom de la pâtisserie que je ne donnerai pas ici. Et donc, du coup, collab veut dire qu'il fallait qu'elle fasse une story avec ce gâteau, etc. Bref, le mien est donc passé inaperçu, on va dire. Mais j'ai quand même eu un super retour qui me disait que mon gâteau était bien plus beau et bien meilleur. Allez, bam, petit coup d'ego, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Voilà, bon, bref, c'est resté comme ça, etc. Et il y a de ça, on va dire, 2 mois. Je suis contactée par Estelle, qui a une très grosse agence de wedding planner en France, qui me dit, écoute, j'ai besoin de toi le 18 février sur un super projet. Et donc, elle me dit, on fait donc les 30 ans d'Iris Mittener. Je te veux sur le projet. Je lui dis, OK, allons-y. Et du coup, donc au départ, on était sur un thème, les chroniques de Bridgerton. Voilà, gâteau classique, sans part. Bon, ok, je commence à réfléchir sur le projet. Et au bout d'une semaine, elle me dit, écoute, on change complètement. Elle a visité le lieu et du coup, ça va être un thème mascarade. Elle veut un gâteau tout noir et qui soit aussi grand qu'elle. Ok, pas de problème. Je réfléchis à mon truc. Elle me dit, voilà, les inspi, c'est ça, etc., etc. Et là, je me dis, bon, bah, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça, je fais le croquis et tout, je balance. On est sur un gâteau d'1,60 m et quelques. Enfin, du coup, posé sur table, forcément beaucoup plus grand qu'elle. Le gâteau ne passait pas toutes les portes dans le château. Ça, c'est marrant. Et du coup, je me challenge. Parce que c'est ça aussi que j'aime à chaque fois. C'est, j'aime pas me reposer sur mes acquis. Et donc, je suis toujours un peu... dans le freestyle, c'est-à-dire que je me lance dans des trucs que j'ai jamais fait. Mais au moment où je vais faire le truc, c'est pas grave. Je me dis, j'ai 15 jours avant, j'essaye, j'y vais. Donc voilà, on est parti sur un modèle qui était super grand, tout noir. Et ça, c'est un vrai challenge parce que faire ressortir quelque chose avec une unique couleur,
c'est super difficile. Mais moi, c'est ce que j'adore. Je suis très branchée monochrome, j'adore ça. C'était la première fois le noir pour toi? Et le noir, non, j'en avais déjà fait un. Mais du coup, sur un tel relief, sur une telle dimension, c'était assez compliqué quand même. Et du coup, donc, il y a eu beaucoup dessus. C'est du sucre cuit. J'ai travaillé du sucre cuit. La pâte à sucre, bien entendu. Mais j'ai travaillé le côté aérien en créant un étage transparent. Voilà, en amenant du brillant, des textures différentes, du wafer paper. Et tu as fait des petits masques. Et j'ai fait des petits masques. Alors voilà, c'est-à-dire que de loin, on ne voit pas forcément, il y a un super rendu, mais plus on s'approche du gâteau, et plus on rentrait dans le thème, et plus il y avait une cohérence. Et c'est ça que j'adore, c'est que visuellement, de loin, c'est déjà très beau. Mais plus on s'approche, plus l'œil, en fait, a des choses sur lesquelles il peut s'intéresser et s'arrêter. Donc voilà, et donc du coup, on a fait 35 heures de travail sur ce gâteau. C'était sympa, c'était chouette. Donc quand tu dis on, j'avais 2 personnes avec moi cette semaine-là. Du coup, on était ravis, puisque ma petite apprentie et une petite stagiaire qui étaient là. Et du coup, c'était génial pour elles, parce que elles ont fait des trucs super qu'elles n'avaient jamais fait. Et puis, heureusement qu'elles étaient là, parce que c'était quand même un sacré challenge. Et puis voilà, quand le gâteau commence à être tellement grand que même mon 1m78 ne suffit plus, et qu'il faut que tu montes sur un escabeau pour aller moi, j'ai vu ses stories, j'ai suivi ses stories. C'est assez marrant, c'est chouette. Mais voilà, c'est génial. Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et donc, quand Estelle elle m'a dit, on fait ça, je lui dis, t'es sûre, tu veux? Je dis, vraiment, je veux y aller. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et c'est vraiment ce que je veux faire plus tard, des gros gâteaux comme ça. Donc le challenge était vraiment parfait pour moi. Et c'était génial, c'était un vrai bonheur de faire ça. Merci. Alors du coup, on parle beaucoup de cuisine, de pâtisserie, mais en même temps, sans le matériel, nous ne pouvons rien faire. On a beau être créatif, passionné, dynamique, énergique, si on n'a pas le matériel. Donc, Christophe, bienvenue. Merci. Donc, ProGourmet est une entreprise familiale créée il y a 15 ans par ton papa. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre le flambeau ? Alors effectivement, ça fait même 18 ans cette année que ProGourmet a ouvert. Non, pas du tout. Donc le magasin a ouvert en 2005, donc ça remonte déjà un petit peu. Et donc c'est mon papa qui a ouvert ce magasin-là. Alors moi, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et d'être indépendant. Donc c'est vraiment ancré en moi depuis toujours. Et donc j'ai ouvert un magasin qui était équivalent à celui qu'il avait ouvert en 2005 à Orgeval, mais au PEC, en 2011. Et donc j'ai tenu ce magasin pendant plusieurs années, et ensuite il est parti en retraite, donc j'ai repris l'activité familiale d'Orgeval, on va dire, depuis 2016 maintenant. Voilà, donc c'est une histoire familiale et qui continue puisqu'on travaille en couple en plus, donc c'est complètement familial. Quels sont les 3 produits que tu vends le plus ? Alors on est vraiment spécialisé, entre autres sur la pâtisserie, la coutellerie, beaucoup de couteaux. Et puis tous les outils et ustensiles de cuisson qui sont un axe aussi important du magasin. Et tu organises aussi des démonstrations ? Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a toujours été fait chez ProGourmet. C'est qu'effectivement, ça permet de rendre le lieu vivant. Donc, c'est vraiment créer du lien entre justement des chefs, des traiteurs, des partenaires indépendants ou des producteurs même, de manière à faire vivre aussi le lieu de vente. Donc ça, c'est un point vraiment clé du magasin. On organise de manière récurrente des animations et des dégustations. On a fait autour de l'huile d'olive, du chocolat, des gâteaux, de la cuisine salée évidemment aussi. Et du coup, tous tes produits, vous essayez de respecter un petit peu le Made in France, ou comment ça se passe ? Alors ça, c'est un autre... un vrai enjeu. Ouais, c'est vraiment une nécessité. C'est nous absolu dans le choix de nos références dans le magasin. On a toujours été vraiment caractérisé par le Made in France parce que on a la chance en plus d'avoir beaucoup de savoir-faire sur notre domaine dans le pays. Donc on a vraiment des fabricants qui sont excellents en termes de cuisson, en termes de simples spatules qui sont fabriquées en Normandie notamment. Donc on a vraiment un ensemble très large de produits made in France. Et puis après, on a également pas mal d'ustensiles qui viennent de chez nos voisins européens et qui sont aussi très bien. Du Portugal, les Portugais font des très belles, des très beaux ustensiles de cuisson, notamment les Italiens aussi, les Allemands. Voilà, les couteaux allemands sont assez répandus. On a bien sûr en coutellerie de la coutellerie japonaise aussi. Forcément. Donc alors par exemple, les couteaux japonais qui, dit-on, sont quand même assez bons. À partir de combien un bon couteau japonais ? Alors en fait, en termes de prix, c'est vraiment très très large les couteaux japonais. Ça va aller. Y a les premières gammes de couteaux japonais vont commencer sur les 70-80 euros, et puis ça va plusieurs milliers d'euros pour les couteaux vraiment d'exception. Quand tu dis 70, c'est les couteaux d'office ?
Oui, alors après, évidemment, il y a une question de taille en fonction du prix, bien sûr, mais c'est vraiment après ce qui caractérise les couteaux japonais, c'est plus après les techniques de forge, notamment les lames d'acier damascé, donc qui là nécessitent beaucoup plus, évidemment, de travail à la production, et donc du coup, forcément, ça se répercute sur le prix. Ouais. Mais en moyenne, un beau couteau japonais, on va dire entre 150 et 250 euros. On a un très très beau couteau et on a un excellent outil de travail en plus. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Hélène, quels sont, selon toi, les 3 ingrédients essentiels pour booster l'image culinaire d'un chef? Alors, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde court après la notoriété extrême. On a des exemples de pâtissiers ou de chefs qui ont énormément de followers et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, mais il faut quand même pas oublier l'authenticité. Je pense que l'authenticité, c'est la base. Parce qu'on est quand même dans un métier où on fait à manger aux gens. On donne beaucoup de soi. Donc, je pense pour moi, il y a l'authenticité, il y a aussi la générosité. Bon, j'ai rarement rencontré un chef qui n'était pas généreux. Je vous avoue que là, c'est clair que... Voilà. Et donc, authenticité, générosité et... un peu de talent. De la créativité, peut-être. C'est la base, non? Créativité, talent, tout ça, c'est la base. Ouais. Après, donc, tu es plus dans les soft skills, quoi, le côté humanité, enfin, tu vois, la qualité humaine. C'est ça, tu te dis, c'est ça qui démarque aussi les chefs par rapport à d'autres. Oui, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivé à quand même... on arrive à trop de notoriété, c'est pas bon, quoi. Ça tue, quoi, la notoriété. Je pense que les chefs... les gens vont là-bas, quand tu as tellement de notoriété, tu es forcément déçu, en fait. Donc, je pense que voilà, il faut trop d'attente, tu veux dire? Trop d'attente. Une trop grosse notoriété fait que... C'est comme un peu un film. Si tout le monde te dit ce film est canon, ce film est canon, ce film est canon, tu y vas, tu dis c'est que ça. Voilà. Donc authenticité, générosité et puis non, c'est un jeu. Gentillesse, c'est nul, mais non, mais après, honnêtement, bienveillance, mais bon, c'est un peu nul aussi. Donc, alors bienveillance, du coup, par rapport à qui? Par rapport à la brigade, par rapport aux clients, en fait, tout le monde en amont, du haut jusqu'en bas, en fait. Toute la chaîne. Toute la chaîne de commenter avec les producteurs, les producteurs, tes fournisseurs. Je dis pas qu'il faut être copain avec ses fournisseurs, mais il faut être dans le respect, quoi. Enfin, chacun doit bien rester à sa place. Je pense que aujourd'hui, c'est important que chacun reste à sa place, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est très clair, c'est très clair. Et surtout, du coup, quel conseil ou quel anti-conseil tu donnerais à un chef qui veut se lancer? Tu lui dirais, bon, voilà, fais attention à ça. Occupe-toi de tes clients. D'accord. Non, parce que tes clients sont ton meilleur tes ambassadeurs. Et sont tes ambassadeurs. Et j'ai remarqué, pour suivre quand même des carrières de chefs un peu connus, les journalistes, vraiment, ils viennent tout seuls, en fait. T'as pas besoin de trop en faire. Si t'es bon, ils viennent tout seuls. Il y a un couple qui est absolument incroyable, qui s'appelle l'Auberge de Montmain, au-dessus d'Annecy. Ils viennent d'avoir 2 étoiles très rapidement, parce qu'ils ont ouvert il y a 3 ans. Donc, ils ont fait une très belle performance. Il n'y a pas plus discret, gentil, dans leur maison, qui s'occupent de leurs clients. Quand lui qui fait une cuisine incroyable, elle qui a une voix incroyable, qui reçoit les gens comme à la maison. Enfin, ils ont fait un discours au Michelin, d'ailleurs, qui était vraiment limite à la larme aux yeux. Elle a dit rempli d'émotions. Il n'y a pas plus beau que de servir la cuisine de l'homme qu'on aime, ou un truc comme ça. C'était tellement mignon. Et ils sont comme ça. Enfin, moi, je les connais depuis 20 ans. Je les ai connus quand ils étaient dans des brigades. Ils n'étaient pas du tout chefs, pas du tout. Et ils sont comme ça, voilà. Et ça paye parce que, voilà, ils s'occupent beaucoup de leurs clients, je pense. Alors, tu parles des Michelin, donc tu étais à Strasbourg, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on pense de tous ceux qui ont perdu des étoiles? Je pense que c'est dur. Je pense qu'à n'importe quel âge, que ça soit comme Guy Savoy, qui les avait depuis 20 Donc, il y avait Guy Savoy, ans. Michel Saran, Coutenceau, qui sont les trois. Je pense que c'est très dur. Coutenceau, c'est encore plus dur parce qu'il les a eu il y a 3 ans. Donc, en gros, avec le Covid, il a dû profiter de ces 3 étoiles à peine 1 an et demi, 2 ans. Et je le souhaite à personne. Je pense qu'en fait, vaut mieux rester à 2 étoiles qu'avoir 3 et perdre. Moi, honnêtement, je trouve que c'est d'une violence. Je connais peu de choses qui sont aussi violentes pour une carrière. Si on voit dans le foot, par exemple, les mecs, ils sont dans le foot, ils jouent, ils gagnent bien leur vie, ils gagnent le ballon d'or ou ils ne le gagnent pas, mais on n'enlève pas le ballon d'or. Je pense que honnêtement, dans une carrière, il n'y a rien de plus dur. Avoir le Graal et se le voir retirer. Après, moi, je n'ai pas à juger de pourquoi, du comment. Bien sûr. Voilà, je ne suis pas le guide Michelin, ils font ce qu'ils veulent. Voilà.
Mais je trouve que c'est d'une violence extrême, vraiment extrême. Et du coup, après, on leur explique pourquoi on a retiré les étoiles ou non. Enfin, tu l'as perdu, tu l'as perdu. Oui, ils viennent, le Michelin appelle ou vient et il donne des explications, mais je pense assez light. Après, je pense que bon, ils disent qu'ils préviennent, donc voilà. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, ils avaient prévenu ces gens-là. Ils disent qu'ils préviennent. Ah, d'accord, de dire ils attention. Disent que, attention. Ah, d'accord, ouais. Vous êtes un peu sur la pente basse, sous-entendu, essayez de vous réajuster. Si vous vous réajustez, ça pourra passer. Ah oui, oui. Donc, oui, parce que je connais des chefs qui ont été déjà prévenus, mis en garde et puis qui ont gardé. Donc, après, voilà, je pense que c'est quand même très obscur. Le Michelin, c'est aussi quelque chose qui fait tellement rêver que... Alors, est-ce que ça fait encore rêver ? Ah oui. Oui, parce que même, par exemple, Maurice Sacco, que je connais hyper bien, il a une étoile et il est très content. Enfin, pour lui, c'est une vraie reconnaissance. Ou Mallory Gaspi. Il vient de la voir, là. Il vient de la voir. Il est super content. Il m'avait dit, si je l'ai, c'est génial. Oui, donc oui. Surtout quand on la jeune, je pense, en plus. Oui, c'est plus ça. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai reçu Sébastien Ripari. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est le Graal vraiment ? Est-ce que ça ne met pas... Bien sûr, c'est une reconnaissance, mais est-ce que ça ne met pas une surpression ? Je pense que Sébastien Ripari est totalement dans le faux dans tout ce qu'il dit. Et en l'occurrence, par rapport à moi, il s'y connaît pas du tout. Donc, je pense que ce qu'il dit, franchement, faut pas... Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je sais que je suis chef. L'étoile ne me fait pas rêver, par exemple. Donc, c'est pas vrai. C'est faux. Je peux te présenter tous ceux qui n'en ont pas et qui rêvent d'avoir. Bien sûr. On peut appeler là, maintenant, tout de suite, quelqu'un là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je pense que ça suscite aussi beaucoup de peur, parce qu'on se dit... Oui, mais alors, ça suscite de la peur, mais par contre, là, tu ne cours pas après. Mais si demain, ça t'arrive et que tu l'as, ça te donnerait une certaine fierté, quand même. Bien sûr. C'est une reconnaissance du travail. Je pense Celui que qui c'est te une dit ça, il dit n'importe quoi. Tu vois, moi, la vraie reconnaissance du travail, c'est pas des étoiles Michelin, c'est le client. C'est le client. On est d'accord, mais quoi qu'il arrive, je suis assez d'accord avec ça. Après, peut-être dans l'état d'esprit restaurateur, ça c'est un peu différent que chef à domicile. Parce qu'en fait, c'est plus le côté corporation. Et comme moi, c'est vrai que je ne viens pas du sérail. C'est peut-être aussi ma vision de alors moi la qui viens du sérail, mais plus que du sérail, beaucoup plus que la personne que tu as citée, qui raconte beaucoup de conneries. D'accord. Je te garantis que c'est hyper important. Oui, non, mais après, je ne dis pas que ce qu'a dit Sébastien, je prends comme argent comptant. Moi, ça fait 10 ans que je suis chef, tu vois, donc j'ai mon analyse aussi propre. Oui, mais toi, tu es chef à domicile, ça n'a rien à voir. Oui, mais on peut dire que, voilà, on est quand même chef, on est vis-à-vis des autres, la reconnaissance. Moi, de mes pères, j'ai aussi des pères qui sont que je rencontre, qui sont des étoilés. Enfin, moi, j'ai aussi... on ne peut pas comparer. Je gravite là-dedans. On peut pas comparer les deux univers. Je sais bien, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est vrai que moi, j'ai entendu aussi des restaurateurs qui m'ont dit... l'étoile, ça fait rêver, mais derrière, il y a tellement de conséquences de rester au même niveau, de la pression. C'était plus ça. C'était une vraie pression. Pardon ? Ils t'ont menti. Bon, peut-être alors. Ok, on va rester là-dessus. Mais c'est vrai que là encore plus avec ce qui se passe. Ils sont pas bons, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ouais. Mais d'ailleurs, comment ça se fait ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te voir ou est-ce que toi tu peux dire comment ça se passe ? Non, c'est des inspecteurs qui viennent au hasard, anonymes. D'office, ils se disent voilà, il y a un établissement, on va aller voir. Ils visitent tous les restos étoilés. Ils visitent. Mais avant qu'ils soient étoilés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils visitent. Ils font le client. Ils font tous les restaurants. Oui. De manière générale. Je pense tous les restaurants pas le kebab du coin. Oui, non, mais d'accord. Oui, il doit y avoir quand même tous les restaurants. C'est justement les restaurants. Tous les restaurants qui font de la cuisine avec des produits frais, qui ont une démarche avec une philosophie, avec un engagement. Donc là, ils se disent là, c'est ouvert. Et en fait, au bout de combien de temps ils se disent on y va ? Est-ce qu'ils peuvent peut-être un restaurant vient d'ouvrir ? Moi, je travaille pas pour le Guide Michelin. Ça peut aller vite puisque si visiblement le couple en question s'est installé il y a 3 ans et qu'ils ont déjà 2 étoiles. Maurice Sacco, ça a été très. C'était en 9 mois. Oui, mais Maurice Sacco, il avait de la visibilité. Il est sorti de Top Chef, non ? Ouais, c'est ça, mais il n'avait pas de restaurant avant, il travaillait. Oui, mais déjà, quand tu sors de Top Chef, t'es plus connu, tu vois. On va forcément le voir parce qu'on l'attend aussi au tournant, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, les restaurants un peu invisibles, anonymes, est-ce que tout de suite, on va les voir ou pas ? Enfin, c'était une... Ça, je ne suis pas le Guide Michelin, je me permets pas de... C'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus facile qu'avant d'avoir une étoile, on entend... Peut-être que... Ouais.
Je pense que la difficulté, elle est plus déjà à 2 et 3. C'est ça, de maintenir. C'est ça. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ça. Les garder après, en avoir plusieurs et les garder. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai pas fait beaucoup de 3 étoiles, mais toi qui connais, la vraie différence, moi, j'ai entendu dire qu'entre le 2 et le 3, c'était plus le service, en fait, le rapport. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Et derrière l'expérience, tu peux mettre plein de choses. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être et la cuisine, et la salle. Je pense que c'est une expérience globale. C'est vraiment une expérience client. Ouais, l'expérience qui est inoubliable. D'ailleurs, ils le disent, pour les 3 étoiles, c'est tu es capable de faire 500 km en bagnole pour aller manger. C'est ça. Ouais. Ah oui, complètement. Donc, vaut le détour, vaut le... Oui, c'est ça, il y a tout un truc. C'est écrit dans le guide au début. 1 étoile, c'est une bonne table. 2 étoiles, vaut le détour. 3 étoiles, faire le détour. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment un rêve pour beaucoup. Oui, je pense que... Oui, parce que ça peut être dramatique quand il y en a qui la perdent. Ah bah dans ce sens-là, effectivement. Oui, bien sûr. Mais après, c'est comme ça. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu. C'est le jeu. Si tu rentres là-dedans, tu sais que tu peux perdre. Ouais, complètement. Est-ce qu'ils sont bons ces chocolats, Hélène? Ouais, très bons, mais c'est très étonnant en fait. Oui, il y a des mélanges. Donc Christophe, tu nous racontes du coup les chocolats que tu as apportés? Ah oui, en fait, c'est mon frère est chocolatier, donc on baigne un petit peu là-dedans depuis toujours. Et du coup, c'est les chocolats de sa production. Et c'est vrai qu'il y a des associations. Vous pouvez citer là les associations qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait Coquelicot, il y a poivre de Madagascar, le poivre, le thé vert, fleur d'os menthe. Chocolat noir, 64%. Oui, beaucoup de variétés. Je suis fan de chocolat. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de fèves de cacao. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, beaucoup aussi c'est un gros producteur de cacao. Exactement. Ça a beaucoup de le chocolatier ivoirien. Alors, du coup, Fatou, j'ai vu que tu avais sorti un e-book qui est en ligne, qui s'appelle On mange Afrique. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 recettes en exclusivité de cet e-book? Juste les intituler. Cet e-book-là, c'est un peu la cuisine ivoirienne, un peu pour les nuls. Voilà. Un peu comme dans la série des livres pour les nuls. Donc voilà, c'est vraiment les recettes basiques qui sont faciles à refaire à la maison. Comment faire la loco? Donc la loco, c'est la banane bleu plantain frite. Donc comment bien choisir sa banane. La recette, par exemple, du jus de bissap. Donc du jus de fleur d'hibiscus infusé, de la menthe. Voilà, toutes les petites recettes de street food, notamment, qu'on retrouve facilement en Côte d'Ivoire et même ici qu'on peut reproduire à la maison. Des frites d'igname qui changent aussi un peu. On connaît la frite de patate douce, on connaît la frite pomme de terre, donc igname aussi. Quelle est la différence entre la patate douce blanche et la patate douce orange? Texture, donc, goût. Du coup, utilisation différente. Tout ce qui est velouté, purée, frites, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la patate rouge, qui est plus farineuse. Et la patate douce blanche, donc elle est beaucoup plus sucrée. Et elle a une meilleure texture en bouche et elle tient mieux la cuisson. Alors, moi, j'ai envie de goûter la brioche, là. T'as rapporté une brioche, tout le monde est en train de manger la brioche. C'est quoi cette brioche, Fatou? Alors, merci. Mais justement, c'est une brioche filante classique de viennoiserie. Alors, du coup, j'ai rajouté du gruau de cacao pour donner un petit côté craquant. Parce que, comme je disais, donc, je suis fan de chocolat. Et le gruau, c'est quelque chose c'est de la fève torréfiée en fait qu'on n'utilise pas assez souvent, donc c'est un peu un petit gaspillage et c'est une manière aussi de quand on s'était rencontrés, tu avais fait une galette des rois, tu avais mis du gruau dans la crème. Exactement, galette des rois cacao, Côte d'Ivoire, en forme de la carte de la Côte d'Ivoire, avec donc du chocolatier ivoirien, avec du gruau de cacao et de la noix de cajou, donc une crème de cajou, parce que la Côte d'Ivoire aussi et est un grand producteur d'anakan. Donc c'est ce que j'essaye aussi de valoriser les produits artisanaux de chez moi. Donc là, ce que j'ai bien aimé, par exemple, sur tes chocolats, la marque Poivre Sauvage de Madagascar. Donc mettre aussi en avant la provenance des produits. C'est super important. Et du coup, comment tu te fournis? Alors, j'ai une petite boutique donc, dans le 18e qui s'appelle Au Marché de la Côte d'Ivoire. Donc au marché de la Côte d'Ivoire, donc c'est une boutique effectivement donc qui fait venir des produits du pays, donc traçabilité, et qui s'engage aussi à ce que les personnes qui travaillent, enfin les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent sur les produits, voilà, soient payées à leur juste valeur aussi. Donc il y a vraiment aussi une histoire d'éthique derrière, c'est très très important. Et traçabilité, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on nous reprochait, les produits on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est dans la valise et tout ça. Or que là, faut dire ce qu'il y a, c'est voilà. C'est ça. Un peu dans la valise. Donc là, voilà, on sait d'où viennent les produits. La personne aussi, donc la boutique était à Château-Rouge, elle était à ses parents. Et un peu aussi comme sorte de pro gourmet. Donc lui, il a repris derrière
la boutique de ses parents, donc il connaît les produits, donc quand tu arrives aussi, il raconte l'histoire des produits, donc vraiment, c'est tout un écosystème autour de la valorisation et de la culture, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire. Super, merci Fatou. Amandine, toi qui es passionnée de cuisine, du coup, est-ce qu'un jour ça t'intéresserait d'ouvrir ta boutique? Est-ce que tu y as pensé? Ah oui, j'y ai pensé, puisque déjà justement dans le local où je me trouve, il y a de quoi faire une jolie petite boutique, et que c'est un peu dans les tuyaux. Du coup, oui, très prochainement, j'aimerais vraiment ouvrir une boutique, parce que je pense que ça peut permettre au plus grand nombre de découvrir mon travail. Parce qu'actuellement, c'est quand même mon activité, c'est assez particulier. Tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de gâteau. C'est plutôt un gâteau qu'on s'offre sur une occasion particulière. Tu peux redonner les prix des parts, par exemple? Alors, ça varie, mais actuellement, les matières ont excessivement augmenté. Mon loyer me coûte cher, donc actuellement, on va être sur un 8 € la part, sur un cake design classique. Après, tout dépend, en fait, le temps de décoration qu'on a dessus. Sur un wedding cake, on va être plutôt aux alentours de 10 € la part. Je pense que je suis encore raisonnable par rapport à ce qui se pratique à certains endroits. Mais c'est quand même un luxe. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. C'est un luxe. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir ce genre de gâteau. Enfin, on peut dire la même chose pour les restaurants. Oui, en fait, bien entendu. Mais c'est certain, parce que de toute façon, effectivement, derrière, il y a des matières qui coûtent cher, effectivement, mais c'est surtout de la main-d'œuvre, de l'expérience. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on paye. C'est le savoir-faire de la personne qui est derrière, le temps qui est passé sur le produit. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, la boutique me permettrait de proposer d'autres choses. Plus de petites pièces, etc. Voilà, donc oui, ça c'est un... Et du coup, d'établir un vrai lien avec les clients aussi. Oui, ça c'est certain, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi, j'adore ça. Et puis je pense qu'il y a peut-être... c'est peut-être dans les gènes ou quoi, j'en ne sais pas, mais j'ai de la famille qui ont été plusieurs générations de boulangers-pâtissiers. Donc finalement, même si je suis arrivée là par hasard, il y a peut-être ça qui est enfoui en moi, et j'ai traîné petite dans leur boulangerie, voilà, et j'adorais ça. Enfin, ça me faisait toujours rêver, cet échange du client et de ma tante. Donc du coup, oui, ce serait chouette. Ça serait chouette. Surtout, en plus, je suis installée dans la ville dans laquelle j'ai toujours vécu, donc il y a ça aussi. C'est la ville qui est croisée. Andrézy, où j'habite aussi. Voilà, dans le 78. Donc du coup, effectivement, c'est chouette. Ce serait une jolie réussite pour moi. Voilà. Ok, tu nous ravirais, parce qu'on attend que ça, en fait, à Andrézy. C'est fou, parce que moi, j'ai commencé par le cake design aussi, il y a 10 ans. C'était le premier gâteau d'anniversaire de ma fille à l'époque, c'était la princesse et la grenouille. Donc la première petite princesse noire. Donc, et moi, j'ai commencé la pâtisserie par le cake design. Donc c'est intéressant. J'ai lu, Christophe, sur ton site, que tu disais sans sa mère conseil, la qualité est orpheline. J'ai adoré cet adage. Quel lien instaures-tu avec tes clients, justement? Comment tu les conseilles? Sur quoi tu te bases? Alors, c'est ultra important déjà d'aimer la relation avec les clients, parce que c'est vraiment la base du commerce. C'est ça. Voilà. Et on peut rappeler qu'il y a parfois des commerçants qui ne sourient pas et qui n'ont pas ce rapport-là. Donc, merci de changer rapidement. Je le rappelle, c'est important. Non, ça commence déjà par l'accueil, évidemment, dans le magasin, parce qu'évidemment, il faut avoir un bon accueil de nos clients. Et puis après, il y a le conseil qui est ultra important sur notamment les produits que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les couteaux, les ustensiles de cuisson, savoir pourquoi celui-ci et pas celui-là. Souvent, les couteaux, on nous demande, je cherche un couteau qui coupe bien. Il coupe très bien. En fait, la problématique du couteau, c'est que même un couteau basique de supermarché va couper au départ. Ce qui est important après, c'est le conseil qu'on peut apporter à nos clients en termes d'utilisation par rapport à leur usage vraiment personnel. Voilà, on a un panel de coutellerie très large. On a des couteaux espagnols, des couteaux français bien sûr, des couteaux japonais et allemands. Ils nous demandent souvent, parmi tout ce que j'ai devant moi dans le magasin, quel est le meilleur couteau que vous pouvez me conseiller? Mais effectivement, il n'y a pas de meilleur couteau pour tout le monde. C'est pas universel. C'est vraiment un couteau, c'est un outil de travail pour les chefs. C'est un ressenti au niveau du poids. C'est un ressenti de la matière du manche. Il y a beaucoup de caractéristiques différentes pour les couteaux. Donc c'est plus technique finalement que ça n'y paraît. Et surtout, c'est une sensation. Donc ça, c'est là où nous, on peut vraiment les conseiller en fonction de leur usage et de l'ergonomie. Après, c'est vrai qu'en professionnel, il y a aussi une autre contrainte, c'est que c'est souvent
souvent source de douleur avec des mouvements répétés. Donc il faut avoir le bon outil de travail. Donc, être à l'aise, oui. On est là pour leur apporter tous ces conseils-là et les orienter au mieux selon leur usage. C'est surtout ça qui est important. Et tu travailles avec des chefs en restaurant ? Alors oui, on a une clientèle de restaurateurs alors qui est localement dans un rayon de 30 km, 20-30 km autour du magasin. Et puis pas mal aussi de jeunes qui démarrent la cuisine et qui veulent justement se retrouver des couteaux meilleurs que ceux qu'ils ont eus à l'apprentissage. Tu fournis des écoles ? Alors non, on a des apprentis et des cuisiniers qui viennent s'équiper au magasin pour justement remplir des trousses ou des mallettes d'outils et d'ustensiles couteaux, mais on ne fournit pas directement les écoles. Non, alors, c'est que ça s'est pas fait ou... Alors non, c'est surtout que ça c'est un marché qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que là on s'éloigne fortement du Made in France, donc on est plus trop dans les valeurs, mais ce qui est logique parce que pour commencer, pour un jeune qui débute, on va pas forcément investir des milliers des cents pour équiper son fils ou sa fille pour la cuisine, donc il faut trouver le bon rapport qualité-prix et effectivement les mallettes sont pas du tout composées de la même manière que ce qu'on propose en magasin. Donc nous c'est plutôt l'étape d'après, c'est quand les jeunes ont envie de continuer et ont cette envie de mieux s'équiper par la suite, ou qui cherchent vraiment le bon outil pour continuer leur passion. Ok. Voilà. Hélène, récemment tu as été à la télévision. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette expérience ? Après, bien, mal. Non, bien, grosso modo, bien. Beaucoup de retours, énormément de retours. Ouais, bien sûr. À ce point-là, je ne pensais pas. Bon, ce qui était juste frustrant, c'était long, parce qu'on a fait 3 demi-journées de tournage. À chaque fois, il fallait retourner. Tu nous dis pour quelle émission ? Oui, c'était pour l'émission 66 minutes. 66 minutes. Sur M6. Sur M6. Donc, j'étais un peu excitée, parce que je me suis dit, ça c'est quand même vu et tout. Donc, il faut que je monte des belles choses, il faut que je fasse bien. Donc, on a tourné 3 demi-journées. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui va ressortir ? Le truc, ça va durer 8 minutes, 3 demi-journées. Donc, un peu vraiment angoissée avant la diffusion. J'étais en vacances au ski avec mes filles. Ils avaient mis un énorme panier de gâteaux. Je ne mange pas de gâteaux. Je suis comme toi, je suis plus salée. Je sais pas, mais 1 heure avant, j'ai tout bouffé. Et mon mari... Parce que t'avais rien eu en avant ? Non, t'as rien. Ah ouais. Mais... tellement stressée, j'ai mangé du sucré, non mais ça n'arrive jamais. Et en regardant, franchement, ça allait. Ouais. Et j'étais super contente. Et après, c'est. Donc ils ont tourné. Donc là, ça a été diffusé il y a pas très longtemps. Oui. Et ça a été tourné quand ? Du coup, il y a eu un décalage. Ça a été tourné en novembre, ça a été tourné un petit peu en décembre, un petit peu en janvier, 3 fois. Ah oui. Donc ils t'ont contacté. En disant, on veut faire un reportage. Bonjour, on fait un sujet sur les agents de chef. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer ? Moi, je dis oui, bien sûr. Évidemment. M6, oui, bien sûr. Oui. Non, mais oui. Enfin, voilà, faut pas être... ça donne une super visibilité. Voilà, donc ce qui est bien, alors forcément, tu as beaucoup de félicitations de gens. Tu te dis, ah bon, mais tout le monde regarde ça le dimanche après-midi. C'est formidable quand même. Je pensais pas que les gens étaient devant leur télé. Le gâteau dirige, j'ai eu des... Il y a ton gâteau qui passe à la télé dans 50 minutes inside. Voilà, oui. Ok. Tu sais que je crois que je l'ai vu en plus. Ah bah voilà. Quand on parlait, un grand gâteau noir. C'était le mien. Donc voilà, très excitant, un peu stressant. Une fois que c'est passé, super. Beaucoup derrière de retombées. De retombées, un peu chiantes, mais des retombées... Oui, un peu diplomatique, on va dire. Mais des retombées du genre de gens qui oui, je rêve de faire votre métier, est-ce que vous pouvez m'apprendre ? Ah ouais. Ça fait 15 ans que je fais ça, ça va être un peu compliqué de t'apprendre en 1 heure. Mais... C'est ça. Et après, des retombées sympas, genre des marques qui m'ont contacté, oui, on vous a vu à la télé. Oui, une visibilité, quoi. Voilà. Donc oui, super expérience. Maintenant, je suis tombée sur une super journaliste. Je sais pas. Je pense que oui, il faut dire oui. Parce que de toute façon, j'ai toujours dans ma tête la phrase d'Alain Ducasse qui résonne, qui dit il n'y a pas de mauvaise pub en fait. Tout est bon à prendre. Ah bah oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Toutes les choses qu'on me propose, j'y vais. Ouais. Je me dis, on verra. Et puis ça reste des expériences de toute façon. Voilà. Ça te permet aussi de sortir quelque chose de ta zone. Et puis, non, mais là, forcément, c'était... Ce qui était un peu relou, c'est que c'était long. Voilà. Tu mobilises des gens à chaque fois. Oui, est-ce que tu peux me venir pour faire un tournage ? Oui, viens. Il fallait faire revenir le chef qui est dans le sud de la France. Faire revenir à Paris. C'est une organisation, quoi. Ouais, c'est quand même de l'orga. Après, je suis tombée vraiment, Yasmine, la journaliste, elle était top. Tant mieux. Bien. Alors, on va terminer là-dessus. Sauf que maintenant, il y a mes petites questions surprises. Attention.
Alors, je voudrais donc à chaque fois vous répondez tous. Quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? Soupe à l'oignon, c'est un plat régional? Oui, oui. Donc soupe à l'oignon, ok, donc tu adores, gratiné. Alors moi, ce sera la tartiflette. Ça, c'est pas mal. C'est de saison, hein, grosso modo. C'est bien diète aussi, ça, la grosso modo. Ouais. Amandine? Pour le coup, je suis assez... Moi, je suis d'origine normande. Oui. Donc, la vraie escalope... à la crème, quoi. L'escalope à la crème. L'escalope à la crème. Un peu flambé avec du calva, peut-être? Ouais, voilà. Champignons. Ça, ouais. Parfait. Top. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Banane plantain. Exactement. Ouais, alors donc c'est du foutou de banane plantain, donc c'est une pâte culinaire. C'est un peu la texture de l'aligot, un peu plus consistant. D'accord. Voilà, avec de la sauce graine. C'est la sauce faite à base de graines d'huile de palme. Elle m'a fait goûter, Georgiana, ça. Ah, hyper bon. Ça sent très mauvais, mais c'est hyper bon. Exactement. C'est le principal. Dans ce sens-là, c'est mieux. Oui, exactement. Ouais. Elle m'a dit, n'aie pas peur. C'est ça. Goûte. Ouais. Super bon. C'est ça. Ça m'a rougi. Ah ouais. Le rouget, c'est son poisson en plus. Ouais. Bien. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre. Du fromage. Okay. Le fromage aussi. Team fromage. Le beurre aussi. Alors, team beurre, team fromage. Très bien. Le beurre aussi. Fromage, c'est la vie. Quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer? Coriandre. Ouais. Tu m'as devancé mes coriandres aussi. Je suis pas très herbe. Alors, basilic. Le basilic, ça passe partout. Ouais. Basilic. Menthe. Tu mets jamais dans tes gâteaux? Mais basilic, je vais mettre plus facilement du basilic que de la menthe. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Ok, Fatou? Ouais, moi j'aurais dit persil. Persil. Ouais. Donc le plat, persil plat. Ouais. Parce que le persil plat. Non, persil frisé, Ça, on est ça d'accord. sert à rien. Moi, j'appelle mon poissonnier qui à chaque fois me met dans mes commandes le citron et le persil. Ouais. Mais je n'en veux plus. La décoration. Parce que C'est pour mettre le nez dans le nez. C'est ça. C'est en déco. Exactement. mais c'est vrai que dans nos plats, nous, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Alors, Ouais, c'est vrai. ouais. Prenez quatre petits tickets chacun. On gagne des sous ou pas? Ouais, c'est ça que je veux savoir. Sinon, Moi, je veux bien gagner un wedding cake. Mais alors, juste, j'ai une question. Oui, bien Wedding sûr, Hélène. cake, c'est que pour un mariage, pas du tout? Non, cake design, c'est pour toutes les occasions. J'ai Mais même pourquoi fait un on dit gâteau pour un wedding cake? divorce. Non, bah alors, c'est le terme qu'on dit pour les mariages, mais moi, je dis Cake design. cake design. D'accord. Donc, Ouais. ok. Non, En fait, c'est un party cake, quoi. Oui, Du coup, c'est ça, c'est un pour une gâteau pour un réception, événement. C'est les 15 ans de ma fille, j'aimerais Allez. un wedding cake. On peut Bah, voilà. faire ça. Je Et peux c'est faire pas ça. parce que c'est dit Non. wedding que... Non. D'accord. Au Voilà. début, je comprenais pas. Ben voilà. Tu vois, il suffit de demander. Tu as des questions, tu demandes. Je peux répondre à toutes les C'est questions. aussi simple. C'est aussi Non, simple mais que attends, ça. Voilà. Ouh là là. Donc, vous répondez. Ouh là là. Et puis, si vous avez une petite là là. anecdote, on est preneur. Vous faites les 4 à la suite. C'est comme D'accord. Julien Lepers. Moi, j'y vais. Ok, J'ai j'y déjà vais. les mis. Allez, Hélène. Vas-y, Bon, Hélène. vin rouge. Alors, attends, faut lire. Faut lire, parce que là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Vin blanc ou vin rouge? Vin rouge. Heureusement que je n'ai pas eu cette question parce que moi j'aurais dit ni l'un ni l'autre, je ne bois pas d'alcool. Il y a des T'as gens. de la chance, tu restes mince parce que moi, avec tout ce que Non, je mais picole, Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Moi, je ne comprends Moi pas. non plus. Je ne comprends pas. Voilà. Mais bravo, on Bah, t'admire. écoute, je ne bois pas de café, pas d'alcool. Je suis pas très marrante. hein, C'est mais- bien, c'est bien. Je continue ou pas? Oui, bien sûr, tu fais les 4 à la suite. Alors, bec salé ou bec sucré? Salé. Ah ouais. Direct. Ça, c'était mes questions en vrai. Céleri ou chou-fleur? Les deux, mais crus. Ah ouais, D'accord, je suis assez d'accord. très bien. Tandoori ou colombo? Je sais même pas ce que c'est, je crois. C'est des mélanges d'épices. Tandoori, c'est rouge et colombo, c'est jaune. Ouais, ça ressemble. J'aime pas quand c'est trop curry. Ah bah donc c'est Alors, tandoori alors. ouais, tandoori. Voilà, un petit poulet tandoori, très bien. Christophe. Alors, viande crue ou poisson cru? Donc, ce sera plutôt poisson cru. Oh, ouais. Moi, les deux crus. Ouais. Mais oui, la viande crue passe très bien aussi. Tartare. Alors, c'est complètement différent. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Paris-Brest, pour moi. Ensuite, houmous ou guacamole? Alors, moi, j'ai une préférence pour le houmous. Ah, mais le guacamole est évidemment très bon aussi. Et entrecôte ou bavette? Ce sera la bavette pour moi. Merci Christophe. Amandine. Alors, cuisine asiatique ou méditerranéenne? J'adore les deux, mais du coup, je vais dire méditerranéenne. Citron vert ou citron jaune? Citron vert. Dans le mojito?
Ah bah non, Non, Est-ce qu'on peut prévenir aussi qu'on arrête les Virgin Morito? Hélène, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Virgin. Ah, tu peux pas le Morito tout court? Ah si, mais Non, elle peut pas le Virgin. Donc voilà, donc le Virgin n'a aucun intérêt. Citron vert, si, dans le Ouais. Virgin Morito. D'accord. Pomme ou poire? Oh. Pomme. Ah, j'aime bien la poire aussi. Poire, c'est Oh, les deux. Les deux. Hein. Alors, quelqu'un m'avait répondu une fois j'aime la bien pomme la- cuite et la poire crue. Alors moi, la Voilà, pomme c'est un cuite, truc j'adore ça. Une pomme au four. Bah, ouais, j'adore ça. Ouais, Alors, moi qui n'aime pas les gâteaux, quand j'allais dans la boulangerie de ma tante, là, elle me disait toujours, va choisir ton dessert. Et en fait, elle faisait des bourdons. C'est quoi? C'est une pomme recouverte de pâte feuilletée. Alors j'adore la pâte feuilletée, je suis fan de ça, j'adore ça. Et donc je prenais ce truc là tout le temps, une pomme cuite avec de la pâte feuilletée autour. Alors, C'est un rêve à pour propos moi. de pâte feuilletée, je tiens à dire, parce que comme nous vivons dans la même ville, j'ai fait un atelier galette des rois avec Amandine et ma fille et mon mari, et c'était formidable. Alors, tu avais préparé forcément les carrés de pâte, Oui. mais franchement, elles étaient délicieuses. On en a fait 3, du coup, J'adore ça. et c'était C'est un de canon. mes trucs préférés. Ah, c'était Ouais, génial. de toute façon, tout ce qui est à base- Oui, Non, mais très bien. Quand tu veux te faire plaisir, faut que tu fasses un truc très gras ou très sucré. Enfin voilà, Bien sinon sûr. ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, hein. bien sûr. Mais nous, en plus, Hélène, on rajoute le très alcoolisé. Oui, je tiens à préciser qu'elle a mis du rhum dans la pâtissière, Bah oui. dans la crème Bah, d'amande. excuse-moi, ça a quand même Voilà. plus de sens. Par contre, tu vois, autant je ne bois pas d'alcool, autant Ah, je suis dans les d'accord gars. avec toi, je mets du rhum, Bah, ou, voilà, ou quand je cuisine, bah voilà, mon escalope, Oui, mais quand tu la cuisines, crème, je mets du vin blanc dedans. L'alcool s'en va. Oui, Voilà. c'est vrai, mais ça donne un C'est goût ça. quand même. Mais bien sûr. L'alcool s'évapore. Quand mais tu ça fais donne un goût. flamber, tu fais Tout flamber. à fait, Voilà. je suis d'accord. Très bien. Donc pomme ou poire, les deux. D'accord. Je choisirais pas. Coquillette ou spaghetti? Alors, coquillette au beurre. D'accord. Beurre et sel, Ouais, c'est c'est meilleur. meilleur, ouais. Spaghetti, quand c'est avec une sauce. Ouais. Truffe. Ouais. Ah bah oui. Oui, bah oui. Mais Tous les jours, tous les jours. les coquillettes, juste avec du beurre salé, c'est voilà. Comfort food, c'est la ça vie fait du bien. C'est réconfortant. T'as fait les 4 là, c'est bon? Oui, tout à fait. Fatou. Fatou. Terrine ou rillette? Rillette. D'accord. Ouais, moi aussi. Rillette. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Aucun des Un des trois. Si tu bois pas. Nous, on prend leur part. hein. Ah, c'est ça. Vous voulez laisser? Christophe, toi, tu bois? Ah oui, On est rassurés. Plutôt 2 fois qu'une. mais avec modération, bien sûr. Bien sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. Avec modération. Amaretto ou Grand Marnier? Amaretto. Oui, ça c'est bon ça. Gourmet ou gourmand? J'ai les deux, mais sinon gourmet. Parce que mon nom a été longtemps au délice gourmet. D'accord. Ouais. Donc gourmet. Ok, merci. Et gourmand aussi. Alors, je termine avec une petite citation. Pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres, parce que c'est ma première vie. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. À chacun de vous, je vous pose la question, quelle est votre Madeleine de Proust ? The question. Paupiette de veau de ma mère, de ma grand-mère. Très bien, avec une petite sauce. Paupiette de veau avec beaucoup de crème. Et alors, pas de farce dedans, mais du jambon. Je vous conseille d'essayer, c'est extraordinaire. Du jambon blanc Oui, cru. jambon blanc. Tu prends ton escalope bien fine, tu roules avec. Tu mets ton jambon blanc, tu roules, tu cuis ça. Mais le jambon pas haché. Ah non, jambon. Bah, comme un peu une saltimbocca, quoi. Ouais. Je veux dire. Ouais. Ah, ça doit être bon. Oui, Très ça doit bon. être très bon. Crème, oignon, Ouais. Évidemment. Normal. vin blanc. Évidemment. Je suis d'accord. Ça en plus, je l'ai fait à mes filles et mes filles, elles sont folles de ça. C'est Ah, donc, vraiment transmission, Ah ouais. héritage. grand-mère, Ouais. mère, fille, petite fille. C'est top. Alors moi, c'est un dessert lacté qu'on appelle le daguet. J'ai écrit que c'est en fait à base de perles de mil avec du yaourt fait maison que ma mère me faisait. Et c'est vraiment seul dessert qu'elle savait faire d'ailleurs. C'est pas mal. Ouais. Moi, on est toujours avec la pomme cuite, la tarte tatin. Ah bah oui. Ça, c'est le truc, tu veux me faire rêver, voilà. C'est la tarte tatin. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais... Du coup, toi, c'est vrai que tu fais pas de tarte. J'en fais très peu. Enfin, Ouais. pourtant, c'est ce que... Alors, à choisir entre un gâteau, Oui, non, mais c'est normal. un entremets ou je préfère une tarte. D'accord. Voilà. Alors moi, ce sera le gratin de Crozet là, qui me vient comme ça, là, avec l'appétit qui s'ouvre. Voilà. C'est le gratin de Crozet avec la petite crème, le petit fromage dessus. Voilà.
Très bien. Donc, tartiflette, un point commun avec le fromage. Oui, il y a un vrai truc. Il y a une base récurrente. C'est bien. Ok. Crème fromage, parfait. Bien, alors nous allons bientôt nous quitter. Je suis désolée. Je vous remercie tous les 4 car nous avons parlé émotion, savoir-faire, s'engager, un vrai langage culinaire entre nous 5. Donc merci beaucoup Hélène. Merci à toi. Merci Christophe. Merci Virginie. Merci Fatou. Merci à toi surtout. Merci Amandine. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour le 13e épisode. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!